Peut-on parler dans cette deuxième partie de domination du foot nord-africain par rapport aux autres régions du continent africain? Bien, nous allons tenter d'en débattre tout à l'heure. Et puis dans la troisième partie, nous allons évoquer les recommandations de la FIFA pour réformer justement la CAF et nous allons parler du football européen avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec un certain Paris Saint-Germain déjà, Dortmund ce mardi. Nos invités, on vous l'a présenté déjà. Tout d'abord, il y a Maya, Rebonjour, de la Tunisie. Il y a Nasser Mabouk qui a créé un site, donc il va l'évoquer tout à l'heure dans cette partie de l'émission. Il va essayer de nous en dire un peu plus. Et puis bien sûr, M. Noureddine Sali. Le dossier maintenant. Ça pose des du site. Ça a du mal au site. Alors, justement, Maya, est-ce que vous pensez que le football nord-africain domine? Oui, c'est un constat, hein, c'est une réalité. Parce que vous êtes de la Tunisie? Non, pas du tout. Oui, je suis à Paris. Hein. Oui. Je suis à Paris, ouais. Non, mais quand on voit en fait là les quarts de finale sur les 8 équipes qualifiées, 6 sont nord-africaines, y compris l'Égypte, ça montre la prédominance du football nord-africain sur le reste du continent. Ça a été déjà le cas l'année dernière, il y a 2 ans. Beaucoup d'équipes, majoritairement les équipes qualifiées en quart de finale sont nord-africaines. Ça s'explique comment? Je pense que les clubs sont plus structurés, les infrastructures sont plus développées, les conditions aussi d'accueil des équipes adverses sont meilleures. L'organisation du football nord-africain est plus développée que sur le reste Et il y a plus d'argent aussi, du continent. Il y a plus d'argent, oui. Je pense que, disons qu'il est bien redistribué dans le football. Oui. Peut-être mieux. Je dirais pas bien, mais Bien, mieux. je ne suis pas sûr. Mais mieux. Et puis, je pense que d'une manière générale... Mais gardez votre salif pour tout à l'heure, parce qu'il y aura d'autres choses à dire. Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a un cercle vertueux aussi. Plus une équipe gagne, plus elle hisse aussi tout le niveau du football, du championnat vers le haut. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Oui. Nasser Mabouk, directeur du site Zahir World. Zahirworld.com, oui. Oui, alors je suis comme en partie d'accord avec ce qu'a dit Maya. Effectivement, les moyens sont plutôt dans les pays du Nord. Donc, qui dit moyens dit infrastructure, dit possibilité d'attirer aussi les meilleurs joueurs africains. Ça, c'est important. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ces pays-là aussi retiennent en général leurs meilleurs joueurs, ce qui n'est pas le cas des championnats subsahariens, qui en général, quand il y a une petite pépite qui apparaît, est tout de suite envoyée en Europe. Donc, étant donné que les meilleurs joueurs sont aussi dans le nord du continent, ça entraîne automatiquement une domination des clubs maghrébins dans ces compétitions. Tout à fait. Dans le sujet, on va l'entendre également. Mon cher... Moi, je pense qu'il y a le sujet pour l'évoquer, il y a deux critères. Si on parle des équipes nationales ou si on parle des clubs, les équipes nationales, ils sont similaires, soit en Afrique subsaharienne ou actuellement dans le Maghreb. On parle globalement. Hein. Oui, mais il faut spécifier les deux choses. Hein, mais c'est lié. Il y a un plus grand équilibre au niveau des nations. Je m'explique parce que pratiquement 80-90% des joueurs évoluant dans les équipes nationales, ils viennent de l'Europe, on est d'accord, à part quelques exceptions. Si on parle des clubs, oui, à un certain moment, il y avait les suprématies des équipes subsahariennes. Il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années, excepté les équipes tunisiennes. Hein. Je pense qu'ils étaient toujours présentes par rapport à leur structure et à leur gestion. L'Algérie, actuellement, si on parle des clubs, elle traîne le pied. Hein. Depuis l'entente de Sétif, on ne voit pas des équipes qui essayent de percer dans la Ligue des Champions ou bien la Coupe de la CAF. C'est vrai que ces dernières années, c'est plutôt les équipes marocaines. Quand on parle de l'Égypte, il y a les Zamalek, ils étaient toujours là. Je pense que les locomotives du football égyptien, c'est bien le Zamalek et le Alek, ils étaient toujours présents. Je pense que le WAC de Casablanca et le Raja de Casablanca qui font beaucoup de bruit actuellement par rapport à leur restructuration et c'est eux qui font face par rapport au football subsaharien. Et il y a l'histoire de la formation, l'histoire du piège des
des joueurs. C'est un problème, je pense, qui est très complexe, qui nécessite beaucoup de temps pour l'explication. Et on y revient tout à l'heure. Et justement, voyons ce sujet de la rédaction, avant de réouvrir le débat. On a vu des équipes nord-africaines justement qualifiées pour les quarts de finale. Il y a beaucoup, nous allons voir tout à l'heure. Et puis en demi-finale de la CAN 2019, souvenez-vous, il y avait quand même 2 équipes nord-africaines qui étaient concernées par le débat. Voyons tout d'abord ce sujet de la rédaction et après on y revient. Le football a pris une certaine hégémonie en Afrique du Nord. Avec le nombre de titres remportés ces dernières années, beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'il est le football le mieux coté sur le continent. Les résultats et les classements du moment peuvent justifier cet ordre d'idées. Les clubs du Nord fonctionnent pratiquement, je dirais, sur des standards européens parce que d'abord, ils ont quand même une certaine puissance financière qui les permet de garder leurs meilleurs jeunes parce que c'est quand même la jeunesse, l'avenir. Donc, ça fait qu'ils ont déjà des bases à leur niveau pour constituer des équipes. Ensuite, ils arrivent à venir piocher en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, comme les Européens. Coupe d'Afrique des Nations, Super Coupe d'Afrique, Coupe de la Confédération, toutes ces compétitions ont été remportées par des pays maghrébins. En Afrique subsaharienne, les performances n'ont toujours pas été linéaires, même s'il faut reconnaître le talent de certains joueurs sur le plan international. Prenez l'exemple qui peut faire l'exception, c'est le tout-puissant Mazembe de la RDC. Avec la puissance financière de Moïse Katumbi, ils arrivent à garder les meilleurs joueurs et même à recruter. Vous voyez que le TP Mazembe arrive à concurrencer ces clubs d'Afrique du Nord, là, en tout cas en termes de compétition, et à glaner même des résultats. Tant que les autres pays subsahariens ne pourront pas garder les jeunes pendant un certain temps, pendant au moins une saison ou 2 saisons dans les clubs, on continuera à être à la remorque des clubs d'Afrique du Nord. Les équipes maghrébines, pour le moment, n'arrivent pas à s'imposer sur le plan international. À titre d'exemple, les meilleures performances en Coupe du Monde ont été réalisées par le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, tous 3 quarts de finalistes. Maya, nous avons raison d'aborder ce sujet si on veut quand même que les équipes et les pays subsahariens reprennent la conquête, mais après, se redressent et reviennent au même niveau. Après, je pense que ça fonctionne par cycle. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, le Cameroun, le Mali, oui, la Côte d'Ivoire. Il y avait des antécédents. Le Nigeria aussi. Oui, mais il y avait des joueurs de qualité au Mali. On connaissait justement. Puis je pense que la situation. Salif Keita. En Côte d'Ivoire, il y avait aussi des locomotives. Ou encore au Cameroun, il y avait beaucoup de grands joueurs. Au Sénégal également. Ouais, mais on va pas tous les citer. C'est le problème économique. Et on avait déjà évoqué pas mal de fois ici sur ce plateau, rappelle-toi José, c'était les centres de formation qui étaient vraiment structurés. Le Ghana, quand tu vois par exemple les demi-finales ou les finales des moins de 17, les moins de 15 ans et les moins de 20 ans, tu trouves toujours le Mali, le Ghana et le Nigeria. C'était un vivier pour l'équipe nationale et pour les clubs. C'est pour cela que les clubs se présentent très bien. Et c'est vrai que ça, c'est la vraie différence aujourd'hui. Et c'est ça qui fait aussi que le football nord-africain est très développé. C'est qu'ils ont des championnats de jeunes qui sont développés. Et c'est vrai que les championnats de jeunes, c'est les centres de formation des clubs. Et du coup, c'est bien structuré. Ça permet de détecter et de former les talents de demain. Oui, vous avez raison. Et c'est vrai que ça passe par ces centres de formation. Ouais. Les championnats sont faibles. Les championnats locaux des pays subsahariens sont quand même assez faibles. Et comme je disais tout à l'heure, comme ils n'arrivent pas à retenir leurs meilleurs éléments, automatiquement, il reste les joueurs entre guillemets de seconde zone. Donc, ce qui fait que et les meilleurs ensuite vont dans les pays du Maghreb, avant éventuellement d'aller en Europe. Donc, ce qui fait que voilà, il y a des progressions, mais pas comme il faut. Alors, on se rappelle de la demi-finale de la CAN, par exemple, nous allons voir en image avec l'Algérie qui a battu le Nigeria 2-1. Bon, il y a beaucoup qui étaient pour le Nigeria, qui voyaient le Nigeria l'emporter, mais vraiment l'équipe de l'Algérie était vraiment trop forte avec ce coup franc tient de Mahrez. Donc, le gardien nigérien n'a rien vu. Magnifique ce but. C'est ça. Quand on a un grand joueur dans ton équipe, tu l'attends dans les moments très difficiles. Le match il était très très cadenassé. Rappelle-toi, un but partout pratiquement dans l'ultime de ce match-là. Et c'est un joueur comme ça de talent qui joue dans un grand club. Il justifie son statut de patron et de capitaine et de grand joueur mondial. Mais il y a des de grands joueurs, mais il faut oublier le grand entraîneur, meilleur entraîneur africain en 2019, Djabel Belmadi. Quatrième au monde. Djabel Belmadi qui
en moins d'un an, a réussi à construire une équipe hyper compétitive. Et ça, je trouve que c'est très, très, très fort. Oui. Et puis la Tunisie, donc, qui a été vengée par l'Algérie face au Sénégal. Le Sénégal avait sorti justement la Tunisie. Regardez les images. Maya est restée fâchée avec, avec nous pendant plusieurs mois à cause de ça. Et le but, justement, qui est venu très tôt de l'Algérie, justement, qui permet aux Algériens de se qualifier. Mais franchement, quelle belle équipe algérienne, mais quelle belle équipe aussi sénégalaise. Les deux meilleurs étaient en finale. Ah oui, c'était vraiment formidable. Et puis, messieurs, nous allons voir aussi, en Ligue des Champions, il y a beaucoup d'équipes nord-africaines. Regardez le tableau, vous allez voir. Il y a, par exemple, Raja de Casablanca qui est qualifié pour les quarts de finale. Il y a qui encore? Il y a Al-Hali, il y a Zamalek, il y a l'Espérance de Tunis. Et il y a également le Wydad, il y a l'Étoile du Sahel. Mais décidément, non, franchement, c'est énorme. 6 sur 8. 6 sur 8. Mais attends, 6 sur 8 en Ligue des Champions, en Coupe de la Fédération, 5 sur 8. Ouais, et donc, justement, la Coupe de la Confédération, 5 sur 8. On regarde tout de suite avec Pyramids, il y a Al-Nas, il y a Sania Agadir, il y a RSB Berkane, il y a Al-Masri, il y a... Ouais, mais c'est tout, hein. Oui, mais quand tu vois... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça fait quand même 11, ça fait 11 sur 16 quand même sur les deux compétitions. Quand tu vois un petit peu la composition de ces équipes, quand soit tunisienne, soit marocaine, soit égyptienne, quand tu vois un Malongo normalement qui devrait partir en Europe, il a atterri où? Au Raja de Casablanca, même les pépites, même les grands joueurs qui évoluaient, qui étaient au TP Mazembe, il n'était pas n'importe où. Donc, quand on a vu Samata qui est parti par exemple en Belgique, il y a des joueurs maintenant qui sont attirés par l'atmosphère et la restructuration et le niveau de jeu actuellement et surtout la rémunération à ne pas oublier qui est peut-être un joueur veut s'assurer de son avenir et au Maghreb actuellement je pense qu'il y a un bon vivier. Oui. Je me fais le porte-parole un peu de certains joueurs. Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Ah oui. Parce qu'on se souvient de ce joueur qui avait pris une pierre sur la tête. Oui, tu parles du joueur de la GSK Kabylie, là, qui est décédé. Bon, vous me direz peut-être en Kabylie, ça se passe autrement. Non, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Je pense que c'était vraiment un accident regrettable que tous les Kabyles le regrettent jusqu'à maintenant. Vous parlez de ce joueur-là. Je pense que, de ce côté-là, je pense que même les Africains actuellement, quand tu vois actuellement le Maroc qui délivre pratiquement 60 à 70 000 cartes de séjour aux Africains subsahariens. Ça veut dire qu'il y a une certaine solidarité, il y a un certain accueil, il y a une certaine hospitalité à l'africaine. Je ne vais pas dire à la maghrébine, mais à l'africaine. Je pense que l'Africain, quand il part dans tous les pays, il faut que toute l'Afrique ils se sentent chez lui. Il faut que toute l'Afrique s'entende, il n'y a pas de raison. Du nord au sud. Il y a probablement moins de racisme dans les pays du Maghreb qu'en Europe. Oui, il n'y a pas de cri de singe forcément. On parlait de Maringa tout à l'heure. On ne peut pas l'avoir. En Italie, c'est encore pire. Oui. Non, mais ça, c'était un cas malheureux, mais heureusement, c'est quand même un cas à part. C'est exceptionnel. Désolé. Nasser, vous êtes face aux téléspectateurs du monde entier. Pour nous expliquer. C'est une responsabilité qui est très, très lourde. Zahirworld.com. Oui. Il s'agit de quoi? Parce que si vous êtes là, c'est pour nous en parler. Alors, Zahirworld.com, c'est un site internet généraliste donc, que j'ai créé en fin d'année 2019, qui traite de l'Algérie et de sa diaspora, qui se veut positif. Donc, j'essaie de véhiculer des images, des idées positives et du contenu positif. Donc, on aborde tous les sujets, sauf politiques et religieux, parce que ce sont des sujets qui fâchent en général. Donc, et comme je veux être positif, j'ai préféré écarter. Sauf, je peux aborder ce type de sujet, mais de manière, on va dire, culturelle, latérale, donc, mais pas de manière frontale. Donc, l'idée, c'est de parler un peu de tous les sujets, que ce soit de l'économie, de la culture, beaucoup de sport. Oui, j'ai vu beaucoup de sport. C'est un peu presque la déformation professionnelle. Je suis issu du milieu du sport, donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et puis bon, c'est aussi une actualité qui intéresse beaucoup les internautes. Donc j'essaie de... Alors je parle beaucoup effectivement des athlètes algériens, mais comme les athlètes algériens sont aussi africains et qui combattent contre d'autres sportifs africains, je parle aussi automatiquement des autres sportifs africains. Vous avez une équipe autour de vous, vous êtes le patron de ce site? Alors comme on est jeune, donc on fait nos premiers pas, donc on est une petite équipe pour l'instant, donc de quelques personnes. Et évidemment, on aspire un jour à devenir aussi important qu'Africa 24.
Oui, Vous le Faut souhaitez. pas trop rêver non plus. Ah, écoutez, calme-toi, mon pote. Hein. je peux vous dire, il y a des journalistes ici qui sont au combat au quotidien. Alors, vous avez peut-être les pattes, mais écoutez, nous sommes au combat au quotidien. On est ambitieux, mais surtout au niveau de la qualité du contenu qu'on fournit. C'est surtout ça, notre ambition, elle est surtout à ce niveau-là. Oui, j'ai vu que vous abordez le social, vous qui êtes quand même journaliste sportif, parce qu'on se voit sur les terrains de sport, vous abordez le social, tout ce qui est toute la vie des Algériens. Alors, en fait, c'est ce qui n'est pas dit à la télévision, à la radio, que vous Alors j'essaye, comme je parle, la thématique c'est l'Algérie, mais c'est tout ce qui se rattache aussi à l'Algérie, et c'est beaucoup la diaspora. Donc l'idée c'est de valoriser à la fois les initiatives et les personnes, alors que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et je compte beaucoup m'appuyer justement sur la diaspora, parce qu'il y a énormément de talents qui existent, qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur, et qui ont donc besoin de visibilité. Donc j'essaye justement de mettre un peu en valeur tous ces portraits, ces parcours, ces profils. Hier, la diaspora algérienne a bloqué mon quartier. Hein. Oui, alors Ils ont manifesté. c'est un exemple aussi pour une Tunisienne qui est en face de nous et un Marocain qui est à vos côtés. Oui, votre site, c'est pour quand alors? Pourquoi pas un jour? On ne sait jamais. Oui, donc c'est une belle initiative Mais bravo, de la part de Nasser. Non, mais le connaissant, moi je connais Nasser depuis quelques années là. On a même travaillé ensemble parce qu'il était un de mes hôtes dans mon émission, c'était sur Radio Soleil s'il se rappelle. Donc j'ai tilté quand même un petit peu le tempérament, la hargne et surtout cette volonté d'arriver. Ouais, c'est sa détermination et je suis pas surpris de cette démarche de Nasser. Desire World. Desire World. Alors c'est vrai que c'est pas facile à prononcer, donc je vais appeler c'est DZAIR World WORLD.com. Donc on a aussi un compte Facebook, un compte un compte Twitter, un compte Facebook, une chaîne YouTube aussi qui démarre depuis très peu de temps. Donc voilà, on peut nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc j'invite tous les téléspectateurs d'Africa 24. D'Africa 24. Et ils sont nombreux, je peux vous le dire. À venir nous rejoindre et puis lire. Alors qu'ils sachent que j'ai déjà interviewé le Burkinabé Cyril Bayala il n'y a pas très longtemps. Donc il nous a parlé un peu du groupe dans lequel le Burkina est tombé, donc avec l'Algérie, le Niger et Djibouti. Bientôt va paraître une très belle interview du sélectionneur de la Palestine, qui est un Algérien, Nourdine Oudali. Et il y a aussi le sélectionneur de Djibouti, Julien Met, que j'ai pu avoir au téléphone. Et donc il nous a accordé un très long entretien qui paraîtra très prochainement. Et puis c'est bien aussi ce petit focus sur la Palestine, je l'attends avec impatience. Fin de la deuxième partie de cette émission, à tout à l'heure pour la troisième et dernière partie.